coutumier des digressions, je fais exploser les temps de présentation. Je suis donc amené à me limiter aux supports visuels qui ont alors le mérite d'être relativement complets. Vous pourrez constater qu'à travers ces supports visuels, eh bien, j'aime les mots, j'aime les phrases, j'aime les idées, et notamment les idées en rupture avec l'existant. Voilà. Et je vous invite maintenant à partager avec moi une promenade scientifique que je vous souhaite agréable. Bien, c'est parti. Alors conformément, je dirais, répondant plutôt à une volonté de l'Académie, les sciences au service de l'action, cette présentation est intitulée « Le modèle FPM, même modèle simple et prédictif pour des prédictions en épidémiologie, en climatologie et en économie ». Voilà. Et pour un titre plus accrocheur ou journalistique, pourquoi pas celui de la une de Sud-Ouest au week-end du 24 mai 2025, eh bien, Alain Oustalou a trouvé la formule pour prédire le futur. Voilà. Alors, certes, c'est un peu imprécis, mais c'est pas faux. Hein, voilà. Mais bien sûr, pas tous les futurs. Voilà, c'est bien, j'ai bien commencé. Allez. Un credo devenu un objectif, traiter la complexité par la simplicité et rien d'autre. Pour répondre à notre credo, l'idée est de considérer la complexité dans sa globalité en présumant que la simplicité ne peut se révéler que dans une vision globale de la complexité, une idée qui aide d'ailleurs à l'unification de nombreux phénomènes complexes, puisque ça nous a permis, nous, d'unifier les phénomènes de diffusion en physique et de propagation virale en épidémiologie. Pour moi, c'est le même combat, c'est les mêmes équations, c'est toujours du même ordre. Bien. Et quand la simplicité atteint son paroxysme, une citation alors de circonstance, eh bien la perfection est atteinte non pas lorsqu'il n'y a plus rien à ajouter, mais lorsqu'il n'y a plus rien à retirer. Je trouve ça remarquable. Pourquoi ? Parce que si vous empilez, et c'est la mode à l'heure actuelle, et on empile, et on pense que l'on fait souvent de la science et de la science complexe, eh bien vous pouvez arriver à construire une usine à gaz, mais auquel cas, évidemment, il n'y a plus rien à ajouter, mais il peut y avoir beaucoup à retirer. C'est ça le problème. Alors, est reconnu comme fait marquant 2021 du CNRS le modèle FPM, un nouveau modèle initialement conçu pour une propagation virale, et notamment, donc, c'est la propagation du Covid-19 en 2020 qui m'a amené à concevoir ce modèle. En fait, une conception fondée sur l'idée de la diversité qui associe en multiplicité et différence est à l'origine d'un comportement non entier en rupture avec l'existant. Et une citation de circonstance qui ne mange pas de pain et qui ne porte pas à conséquence, diversité, c'est va devise, Jean de La Fontaine. Voilà. Et dans un monde où l'on ne peut pas dire beaucoup de choses, je dirais, eh bien, c'est une citation qui passe très bien. Décontamination a des dynamiques internes. Dans le cas d'une propagation virale où les contaminations se produisent en temps différent et en nombre différent, eh bien, une analyse phénoménologique des effets d'une dispersion conjointe des temps et des nombres de contaminations permet de déceler une dispersion de dynamique convexe si l'épidémie progresse, s'accroît de plus en plus, ou concave si l'épidémie régresse, c'est-à-dire s'accroît de moins en moins et il y a amélioration. Dynamiques dites internes, puisque chacune d'elles n'est qu'une composante de la dynamique globale d'une épidémie, et en fait, je précise ici, une multitude de dynamiques internes différentes, exprimant bien la multiplicité et la différence qu'associe la diversité, puisque diversité il y a. Sur la dispersion des dynamiques internes, et là, il faut être très attentif sur cette diapositive, c'est le cœur de l'exposé, c'est vraiment ce qui m'a permis de comprendre l'existence de ces dynamiques internes.
l'explication de cette dispersion est fondée sur les deux cas suivants. Si les contaminations sont éloignées en temps et faibles en nombre, elles vont générer des dynamiques lentes. Et je précise, telles que celles se produisant dans les campagnes très désertifiées. En revanche, si les contaminations sont proches en temps et élevées en nombre, eh bien, elles vont générer des dynamiques rapides telles que celles se produisant dans les villes très densifiées. Alors, entre ces deux cas, toutes les combinaisons possibles en temps et en nombre génèrent des dynamiques de rapidité intermédiaire, des dynamiques plus ou moins lentes, des dynamiques de rapidité moyenne et des dynamiques plus ou moins rapides. Voilà, on a mis ça en évidence. Maintenant, des dynamiques internes ont un comportement global en TM, correspondant à des rapidités distribuées régulièrement. Toutes ces dynamiques internes ne sont pas sans évoquer la distribution régulière de dynamiques apériodiques concaves ou convexes, Oustalou 95, vous voyez, ça ne date pas d'hier, hein, et qui s'avère à l'origine d'une dynamique globale en loi de puissance que définit à un facteur près la loi de puissance Tm, où m est une puissance non entière. Et retenez bien le facteur près parce que je l'utilise ensuite pour introduire une constante dans le modèle. En fait, un résultat majeur issu de 20 ans de recherche entre 75 et 95, mais dont la démonstration n'a pas de place dans ce type de présentation, parce que la démonstration serait beaucoup plus longue que la durée de la conférence. Bien. Alors, autant vérifier que Tm comporte bien des dynamiques internes. Fondée sur une décomposition en éléments simples, la décomposition de Tm révèle en effet, pour m compris entre 0 et 1, un nombre illimité de dynamiques internes concaves, dont la somme également concave confirme alors la concavité de Tm. Ensuite, pour m supérieur à 1, un nombre illimité de dynamiques internes convexes, dont la somme également convexe confirme alors la convexité de Tm. À noter que ce nombre illimité de dynamiques internes de rapidité différentes traduit le caractère singulier de Tm inhérent à une complexité interne que masque l'apparence trompeuse d'une simplicité globale. Voilà. Et là, je dirais, pédagogiquement, et pour marquer les esprits, je m'amuse à dire que Tm est habité et qu'il y a du monde. Et vous allez voir qu'il y a du monde, et je vais vous le présenter à travers la forme intégrale que j'ai mis en évidence, et c'est la première fois que je vais le présenter. J'avais dit à Ali que vous aurez la primeur de cette forme intégrale. C'est-à-dire vous aurez comme ça l'expression de Tm en fonction de toutes ces dynamiques internes. Voilà. Alors, forme intégrale de la loi de puissance Tm, et je précise, démonstration via l'intégration non entière. Et là, c'est quelque chose, c'est beau, vous le verrez dans l'esprit, parce que quand je vais vous... C'est un joyau du modèle, cette forme intégrale, et il y a un autre joyau, c'est la forme prédictive que je présenterai tout à l'heure, et que j'avais présentée à Cédric Villani. Et la forme prédictive, elle est établie à partir de la dérivation non entière. Et voilà que là, on a cette forme intégrale à partir de l'intégration. Comme ça, tout est utilisé au niveau du non entier. Il y a une jolie dualité, et moi, j'en suis ravi. Hein. Alors, pour dépasser la décomposition de Tm telle qu'obtenue, hein, c'est celle dont je viens de parler, l'idée est d'établir une forme intégrale de Tm qui explicite par une forme continue le nombre illimité de dynamiques internes au sein de Tm, et ce, en tirant profit de calculs préalables des années 90. J'ai voulu revenir aux sources. Là, je vais vous proposer un résultat où il y a à peu près 10 pages de calcul dans mon livre de 1995. Étant donné un système à dérivée généralisée explicite que définit la transmittance 1 sur 1 plus tau s à la puissance m, avec tau appartenant à R+, et m appartenant à C, eh bien la transformée inverse, déterminée via le contour de Braunwich-Wagner pour m appartenant à R+, Stalou 95, est rappelée ici pour m compris entre 0 et 1. Et vous allez voir que c'est une expression quand même qui a une certaine consistance. Eh bien, vous avez l'original de la transmittance qui est égal à tau m sinus m pi sur pi u de t qui était la fonction de Heaviside,
somme de 0 à l'infini, xm exponentielle moins xt dx sur 1 plus 2 tau x à la puissance m cosinus m pli plus tau x à la puissance 2m. Bien. Et bien maintenant, en faisant tendre tau vers l'infini, eh bien, ce qui revient effectivement à négliger le 1 qu'il y a ici et les deux premiers termes qu'il y a ici au dénominateur de l'intégrant, eh bien, vous trouvez cette expression, voilà, ou encore par simplification et factorisation, ben, vous sortez le 1 sur tau m ici, par ici vous avez du tau m ici, du tau à la puissance 2m, vous voyez, il va vous rester du 1 sur tau m ici, vous simplifiez et vous obtenez, en fait, en multipliant par tau m, cette expression-là, qui est extrêmement dense et qui n'est autre que la réponse indicielle unitaire de l'intégrateur d'ordre non entier, m compris entre 0 et 1. Et je trouvais que c'était intéressant aussi pour l'équipe Cron, et là je m'adresse à Xavier, de retrouver des résultats assez purs et assez fondamentaux, parce que c'est quand même, je pense que la dérivation et l'intégration, c'est quelque chose de fondamental, et d'avoir déjà la réponse impulsionnelle unitaire, ça fait partie du lot. Eh bien, par une intégration à l'ordre 1, consistant à multiplier la transformée par 1 sur S, ici, vous voyez, et à intégrer l'original, et une intégration dans le domaine temporel, donc vous avez ici le 0 et t, la somme de 0 à t ici, eh bien, cette réponse impulsionnelle devient soit via l'intégration de l'exponentielle, et quand vous intégrez l'exponentielle, vous avez le moins exponentielle xt qui apparaît. Et ça, c'est quoi? On est habitué, nous, quand même, dans les sciences pour l'ingénieur, ce n'est pas autre chose que la charge d'un condensateur à travers une résistance. Voilà. Alors, si vous avez des épidémiologistes en face, ce n'est pas la peine de leur parler de ça, c'est en plus, c'est en trop plutôt. Voilà. Mais nous, ça nous conforte dans ce qu'on connaît. Et là, qui n'est autre que la réponse indicielle unitaire de l'intégrateur d'ordre non entier pour m compris entre 0 et 1. Et là, je rappelle ici en bleu le résultat précédent, travaillé plus facilement, comme la transformée de la place de Tm u de t égale gamma de m plus 1 sur s à la puissance m plus 1. Gamma, c'est la fonction, donc gamma d'où t, m u de t égale la transformée inverse de gamma de m plus 1 sur s à la puissance m plus 1. Et si vous mettez ceci, le gamma de m plus 1 ici en facteur, ça vous fait la gamma de m plus 1, transformée inverse de 1 sur s à la puissance m1 sur s, c'est-à-dire ce résultat ici, eh bien, on a donc, d'après cette dernière transformée inverse telle que déterminée ici, vous avez regardé ce résultat, vous commencez à avoir, eh bien, regardez une forme intégrale de Tm pour t positif et m compris entre 0 et 1, qui explicite clairement un nombre illimité de dynamiques internes concaves. Vous les avez ici, regardez, vous les avez, ça correspond au dessin que je vous ai donné, vous avez cette somme-là, elle est dedans, c'est joli. Voilà, merci. Ah oui, non, Voilà, et je rappelle maintenant le résultat à travers duquel on va travailler. Pour passer maintenant à une puissance m comprise entre 1 et 2, il suffit d'intégrer à l'ordre 1 les deux membres de la forme intégrale de Tm obtenue pour m compris entre 0 et 1, c'est-à-dire cette expression. Eh bien ici, sous le Tm, quand vous l'intégrez, ça va vous faire du t, et t à la puissance m plus 1 sur m plus 1. Le m plus 1 qui est au dénominateur, vous le mettez, après vous multipliez les deux membres par m plus 1, ça va vous faire du m plus 1 que multiplie gamma de m plus 1, et m plus 1 que multiplie gamma de m plus 1, c'est du gamma de m plus 2. Voilà. Sinus m pi, vous le remplacez par moins sinus m plus 1 pi, et ici, l'intégrale de 1 moins exponentielle moins xt, vous l'avez ici, vous faites apparaître en plus de 1 moins exponentielle moins xt, une puissance du temps, donc je dirais à l'ordre 1. Soit en remplaçant m plus 1 par m, qui est alors compris entre 1 et 2, vous avez Tm qui est égal à cette expression. Vous retrouvez du concave ici, mais comme vous avez rajouté du temps ici, ça devient convexe. Donc, forme intégrale de Tm pour T positif et m compris entre 1 et 2, qui explicite bien un nombre illimité de dynamiques internes convexes que je donne ici. Et au-delà de ces premiers cas, une généralisation pour le moins explicite, comme fait jusqu'ici par des intégrations successives, comme t pour t positif et une puissance m généralisée à tout m positif, on peut montrer, en désignant par n
la partie entière inférieure de M, c'est-à-dire si vous avez 1,5, eh bien la partie entière inférieure, c'est 1. Voilà. Eh bien, on peut montrer que la forme intégrale de Tm admet comme expression générale, eh bien, regardez, Tm égale gamma de m plus 1 sinus m pi sur pi, somme de 0 à l'infini de 1 sur x à la puissance n plus 1. Cette somme de k égale 1 à n de moins xt à la puissance k sur k factoriel plus 1 moins exponentielle moins xt dx. Il y a du monde. Hein? Et c'est l'explication parce que c'est un modèle qui est extrêmement simple. Et alors, je pense que tout chercheur, tout scientifique doit se dire, mais comment, avec un modèle aussi simple, il peut faire des prédictions aussi précises pour des phénomènes complexes? Mais parce que le modèle, en fait, il est simple, comme ça, apparemment, mais c'est un modèle complexe. Mais la complexité est en interne, ça ne se voit pas. C'est ça, mais elle y est. Ce n'est pas le fruit du hasard. Et donc, ça, c'est vraiment le premier joyau de notre modèle qui permet, en fait, je dirais, d'exprimer formellement et continuellement eh bien, le lien entre la simplicité globale ici, Tm, et la complexité interne ici. Le lien est établi mathématiquement et de manière continue. Voilà. Forme intégrale à dynamiques internes concaves ou convexes selon M, qui explicite bien la complexité interne de Tm, complexité dont le degré augmente avec M, parce que si vous augmentez M, vous augmentez N, et vous voyez bien que vous augmentez ici le nombre de termes, et donc avec l'accélération des phénomènes, parce que si vous augmentez M, eh bien, vous augmentez l'accélération des phénomènes. Donc, plus les phénomènes s'accélèrent, et plus il y a de la complexité interne. Vous savez, c'est un peu comme quand vous passez de passage d'un modèle, je dirais, d'un incendie, à une explosion. Il y a une sacrée accélération et le modèle se complexifie. Eh bien, on a ce type de phénomène-là et ça, c'est quand même très intéressant. Quant au modèle FPM défini plus loin, eh bien, sa forme intégrale est une fonction affine de celle ainsi obtenue. Bien, ça pique un peu, ceci, mais comme je dis, c'est pour la bonne cause, il ne faut pas toujours tout mettre sous le tapis. Alors, sur l'intérêt de la loi de puissance Tm en épidémiologie. Dans ce domaine, et pour M positive, la loi de puissance Tm apparaît comme un outil de modélisation à la hauteur de sa puissance, qui est d'ailleurs, la puissance est ici un paramètre de haut niveau. Il est vrai que la puissance M détermine à elle seule la courbure des phases d'une épidémie, même une courbure nulle. Alors, ici, à savoir une convexité pour M supérieure à 1, correspondant à une progression de l'épidémie, une droite pour M égale 1 correspondant à une stabilisation de l'épidémie, c'est-à-dire qu'il y a une croissance uniforme par le même nombre de contaminés tous les jours. Et si vous, tous les jours, vous sommez une même quantité, c'est comme quand vous mettez des marches d'escalier, vous constituez une droite. Voilà, c'est la stabilisation de l'épidémie. Et une concavité pour M inférieur à 1 correspondant à une régression de l'épidémie, et c'est-à-dire que ça croît de moins en moins. Vous voyez, avec ce seul paramètre-là de haut niveau, vous arrivez à déterminer toutes les phases d'une épidémie. Ça, c'est très fort. Hein? OK? M étant ainsi, selon sa valeur, un indicateur simple d'une aggravation, d'une stabilisation et d'une amélioration de l'épidémie. Voilà, le modèle FPM. Pour passer de la loi de puissance Tm à un modèle complet, cette loi doit être complétée par deux constantes. Eh bien, une constante additive grand A, pour prendre en compte l'ensemble des contaminations dont les anciennes recensées antérieurement à l'instant initial t égale 0, puisque vous commencez à calculer à l'instant t égale 0, mais avant t égale 0, il y a les anciennes contaminations, donc vous ajoutez effectivement ce A, voilà. Et puis ensuite une constante multiplicative B, pour tenir compte de ce que le comportement non entier mis en évidence est défini par Tm à un facteur près, c'est ce que vous avez dit tout à l'heure quand j'ai défini le passage des dynamiques internes à un comportement global. Je vous ai dit que c'était Tm, mais à un facteur près. Donc effectivement, vous introduisez le B pour traduire ce facteur près. Et vous avez effectivement aussi le modèle complet de nature à représenter correctement l'évolution de la totalité des contaminations, se présente sous la forme d'une fonction affine de Tm, soit A plus Btm. Et là, vous voyez très bien que là, déjà, il n'y a plus rien à retirer.
C'est parce que si vous retirez A, ben le modèle plus A, vous oubliez les contaminations anciennes. Si vous sortez le B, il ne vous reste plus rien. Si vous sortez le M, vous voyez. Donc c'est là qu'on voit qu'on a obtenu quelque chose de très pur, de très épuré. Donc ce modèle a 3 paramètres, A, B et M, où M est un paramètre non entier de haut niveau, est appelé modèle à puissance non entière ou fractionnaire, ou modèle FPM, Fractional Power Model. Alors, A plus BTM généralisant A plus BT, eh bien le modèle FPM A plus BTM s'avère généraliser la régression linéaire A plus BT, et ce, en conservant une seule puissance du temps. Parce que j'aurais pu généraliser A plus BT, mais en rajoutant un terme. Eh bien voilà, non, je conserve une seule puissance du temps. Et je précise Tm en l'occurrence, qui a le mérite d'assurer le même comportement en Tm à tout instant, donc durant la phase d'identification, où le modèle est calculé, et la phase de prédiction, où il prédit, et je précise, répondant ainsi à une condition essentielle en prédiction. C'est quelque chose d'essentiel, ceci. C'est-à-dire que vous avez le même comportement à tout instant, au temps court et au temps long. Au temps court, ben, vous avez l'identification et au temps long, vous avez la prédiction. Et vous voyez bien la différence par rapport à un modèle polynomial. Si vous prenez un modèle polynomial, eh bien, au temps court, ce sont les puissances les plus faibles qui vont être dominantes, et au temps long, ce sont les puissances les plus élevées qui vont être les plus dominantes. Donc, enfin, vous n'avez plus le même comportement. Eh bien, la conséquence, c'est que ça ne marche pas. Alors, je peux aller plus loin, je peux vous dire, oui, ça marche. Mais comme quand les gens prennent des horizons de prédiction tout court, voilà, très petits. Ah, pour le très petit, tous les modèles marchent, de toute façon. Alors, consécutive à un changement de façon de penser non entier obligeant, une telle généralisation qui permet d'ailleurs de courber simplement une droite, parce qu'avec une régression linéaire, vous prédisez, vous représentez et prédisez selon une droite, et là, on représente et on prédit selon une courbe. Et donc, c'est une façon simple de courber simplement une droite. N'évoque-t-elle pas une citation d'Albert Einstein selon laquelle, eh bien, on ne résout pas un problème avec les modes de pensée qui l'ont engendré? Eh bien, la conclusion, c'est qu'il faut effectivement changer de mode de pensée. Alors, quand le modèle devient prédictif, eh bien, le modèle FPM est alors utilisé comme prédicteur, l'idée étant précisément d'utiliser les premiers effets d'une contamination ou d'une mesure sanitaire, confinement, vaccination, afin de capturer par le modèle l'évolution inhérente à ces premiers effets, pour prédire la suite en prolongeant cette évolution. Tant que l'épidémie et le modèle présentent des évolutions similaires, ce qui suppose, pour l'épidémie, des conditions virales et sanitaires identiques, donc une stationnarité, et pour le modèle d'être le bon modèle ou un s'en approchant au mieux. Qu'est-ce que j'appelle le bon modèle? Le bon modèle, c'est celui qui a la capacité de capter le mécanisme du phénomène qu'il est censé représenter. Bien, alors des prédictions ici justifiant un confinement durant le Covid-19 en France, pour justifier le premier confinement du 17 mars au 10 mai, qui correspond à 55 jours, par ce qui aurait eu sans confinement, bien, le prédicteur est déterminé par identification avec les données du 1 au 16 mars, antérieur au confinement, puis exploité en prédiction sur un horizon de prédiction de 55 jours, du 17 mars au 10 mai, et le bilan comparatif au 10 mai, ici, s'avérant ainsi nettement en faveur du confinement, à savoir 139 063 cas confirmés avec confinement ici, au lieu de 492 274 cas confirmés sans confinement ici. Les résultats parlent d'eux-mêmes, parce que c'était pas mal d'avoir confiné. Bien. Prédiction vérifiée en phase de vaccination. Pour prouver la conservation de la validité du modèle en forte hausse de couverture vaccinale. Et pourquoi? Je fais ça, ça répond à une question d'un éminent épidémiologiste, Samuel Allison, pour ne pas le citer, de Montpellier, que m'avait conseillé Cédric Villani, qui me dit, ben oui, vous avez un modèle, effectivement, qui colle très bien, qui fit très bien, mais est-ce qu'il va continuer à fonctionner lors d'une phase de hausse de la couverture vaccinale? Ben, ça tombait très bien, c'était à une période où vraiment on vaccinait à tout va, et je vais vous montrer les résultats, c'est quand même magique. Hein. Donc le modèle a été calculé avec
les données d'une semaine, du 26 avril au 2 mai, puis utilisées comme prédicteur sur un horizon de prédiction de 6 semaines, du 3 mai au 13 juin. 6 semaines, c'est beaucoup pour une épidémie. Hein. Ce n'est pas comme l'évolution du CO2. Sur le CO2, je prends 34 ans, c'est des phénomènes lents. Là, c'est des phénomènes rapides. Voilà. Alors, heureusement, les autres, pour le CO2, c'est un phénomène lent et, effectivement, et qui monte lentement et heureusement. Là, c'est court, mais ça monte rapidement. Hein, voilà. Et vous regardez les résultats. La prédictivité du modèle est alors démontrée par une faible erreur de prédiction. Le maximum du module d'erreur relative obtenu le dernier jour, valant 1,18%, et la moyenne de ces erreurs étant uniquement de moins 0,23%, sans compter qu'à la fin de la 5e semaine, bien 5 semaines déjà, regardez, le maximum et la moyenne ne valent que 0,54% et 0,09%. Alors, vu l'étendue inhabituelle de l'horizon de prédiction du modèle, autant en chercher la raison. Eh bien, la raison, évidemment, c'est cette fameuse forme prédictive du modèle FEM déterminée à partir de la dérivation non entière, et je précise, ou pourquoi le modèle FEM est un bon prédicteur. Et voilà ce que j'adore là, parce que évidemment, j'ai passé du temps pour trouver ça. Comme seul le passé peut être utilisé pour prédire le futur, autant chercher à utiliser au mieux le passé. Alors cette expression, de mon cru, qui vaut peut-être citation, eh bien, mais définit le fil conducteur de cette section. Alors, une comparaison en faveur du modèle FPM, là très rapide, là même je l'avais sauté, là je m'en souviens à Toulon. Là vous avez l'évolution au niveau des contaminations en bleu, c'est les données du ministère, sur une croissance convexe, sur une croissance concave ici. Le modèle FPM, regardez, il est ici en rouge. Voilà. Et puis le modèle exponentiel. Pourquoi le modèle exponentiel? Parce qu'ils utilisent beaucoup le modèle exponentiel. Il y a plein de publications sur le modèle exponentiel en épidémiologie. Et voilà. Regardez un peu, il est dans les choux, quoi. Spécificité prédictive du modèle FPM. Une forme prédictive à mémoire longue. Après avoir montré et comparé favorablement les performances prédictives du modèle FPM, l'objectif est d'expliquer pourquoi ce modèle bénéficie intrinsèquement d'une telle capacité de prédiction. Eh bien, l'idée étant alors de mettre en évidence sa spécificité prédictive, car spécificité il y a, à savoir une forme prédictive à mémoire longue qui constitue l'autre joyau du modèle. Et donc, forme prédictive selon laquelle toute valeur future ou prédite est une fonction de toutes les valeurs passées, ou plus précisément, une somme pondérée de toutes les valeurs passées. Eh bien, écoutez, en fait, une véritable expression du futur en fonction du passé. Au fond, on n'est pas très loin de la phrase du journaliste quand il parlait effectivement d'avoir trouvé la formule pour prédire le futur, quoi, hein, si ce n'est que là, on utilise le mot expression. Bien. Eh bien, voilà cette démonstration, la deuxième démonstration, la forme prédictive d'une puissance non entière du temps, démonstration via la dérivation non entière. Pour une puissance non entière du temps telle que définie par la fonction f de t égale tm u de t, où m est un non entier et u de t la fonction de Heaviside, nous avons transformé de la place gamma de m désignant la fonction gamma, transformé de la place de f de t égale gamma de m plus 1 sur m plus 1 que vous pouvez écrire là sous cette forme-là, en sortant le 1 sur s qui est la transformée de l'échelon, démontrant ainsi que f de t n'est autre que la réponse indicielle d'un intégrateur d'ordre non entier m. Pour la dérivée d'ordre m de f de t, nous avons alors la transformée de la place de dm f de t, c'est Sm, S à la puissance m que multiplie ceci, les Sm disparaissent, il vous reste gamma de m plus 1 sur S, et si vous passez dans le domaine temporel, l'original du premier membre c'est dm de f de t, et l'original ici du deuxième membre, c'est gamma de m plus 1, u de t, donc la fonction de Heaviside. Et pour t positive, où u de t égale 1, vous avez dm de f de t égale gamma de m plus 1. Et ce gamma de m plus 1, cette formule-là, je la reporte après. Voilà. Alors, en utilisant la dérivation non entière telle que définie par Grunwald-Lennikoff en 1867, soit pour h infiniment petit, eh bien, dm de f de t égale 1 sur hm, somme de k égale 0 à l'infini de moins 1 à la puissance kmk f de t moins kh, vous voyez bien qu'on remonte le passé, où les mk sont les coefficients binomiaux tels que définis, eh bien, il est possible d'écrire, eh bien, ici pour le premier membre, eh bien, vous le remplacez par cette somme égale gamma de m plus 1, et vous voyez bien qu'est-ce qu'on va faire, on va multiplier les deux membres par h à la puissance m, c'est ce que l'on fait ici, vous voyez, et là,
Eh bien, si vous isolez la fonction f de t, pour l'isoler, il suffit de voir qu'effectivement, si vous prenez pour k égale 0, le f de t moins kh, il devient f de t. Donc vous allez isoler ce terme-là, ça va vous faire du f de t plus somme de k égale 1 à l'infini de ceci, égale gamma de m plus 1 hm, tout l'on tire, eh bien f de t égale gamma de m plus 1 h à la puissance m, plus somme de k égale 1 à l'infini, eh bien de ceci. L'équation de pondération des valeurs passées de f de t pouvant être désignées par ck, soit ck égale ceci. Une propriété de mémoire longue, fondée sur une combinaison linéaire des valeurs passées de f de t qui permet de prendre en compte tout le passé, même si le pH tend vers 0, la forme prédictive de f de t ainsi obtenue, eh bien c'est celle que vous vient de déterminer, n'est autre qu'une forme prédictive à mémoire longue, qui via un facteur d'oubli n'est pas sans évoquer une forme subtile de mémoire. Heureusement, il y a un facteur d'oubli, si bien que si on évolue dans le temps, normalement le passé augmenterait et on n'arriverait pas avec les calculateurs à calculer tout ça, eh bien, il y a quand même, ce sont les derniers instants quand même qui sont les plus prépondérants. Et heureusement, voilà. Et qui via les t-kh se distingue des formes prédictives ne considérant qu'une seule valeur passée, f de t-h, comme celle des modèles exponentiels et des équations différentielles non linéaires d'ordre 1 usuelles à l'épidémiologie. Ces équations différentielles-là, en économie, n'utilisent qu'un seul instant du passé. C'est lié à la dérivée d'ordre 1. La dérivée d'ordre 1, c'est quoi? C'est f de t moins f de t moins h sur h. Et donc vous faites apparaître le f de t moins h, il est là. Et c'est ça, vous trimballez ça dans l'équation derrière. Vous n'avez qu'un seul instant du passé. C'est un peu court, comme je dis quand même. Et quand je dis c'est un peu court, c'est mon côté malicieux. En fait, une façon formelle de passer du local au global dans la prise en compte du passé. Bien. Et si cette forme prédictive ne m'a pris que peu de temps pour l'établir, il aura fallu mes 70 ans pour y parvenir. Eh oui. D'où cette citation en rapport avec le bénéfice du temps, je vous la livre. Eh bien, ce dessin m'a pris 5 minutes, mais j'ai mis 60 ans pour y arriver. Auguste Renoir. Alors, deux cas faisant la différence en prédiction. Dans une représentation graphique des points associés aux valeurs passées, si la prise en compte de plusieurs points du passé, vous voyez, je le précise comme ça, si la prise en compte de plusieurs points du passé exprime la considération d'une évolution, eh bien la prise en compte d'un seul point n'exprime la considération que d'un point. Et je rajoute, et point barre. Voilà, autant dire une différence essentielle en matière de capacité de prédiction, en fait une différence parlant d'elle-même et résultant de deux formes prédictives bien distinctes, l'une à mémoire longue pour le premier cas, et l'autre à mémoire courte, et je l'ai quand même mis entre parenthèses, voire très courte, pour le second cas. Voilà. Ça, c'est synthétique, ça, et on comprend de suite, on voit bien la différence. Voilà. Et quand le mathématicien offre son écoute, c'était le 13 novembre 2022 à Agen, le fief de Michel Serres, ayant pu présenter à Cédric Villani la forme prédictive de notre modèle qu'il connaissait déjà depuis mai 2021, je lui avais transmis en 2021 et on en avait parlé à cette époque, eh bien tout était réuni pour échanger sur nos résultats comparatifs et partager ainsi notre approche de la prise en compte du passé. Bon, je lui ai présenté ça. Voilà, c'est vraiment cette différence essentielle, d'autant que Cédric Villani avait à un moment donné, pour le ministère, exprimé à un moment donné des précisions sur les fameux modèles d'ordre non linéaire, d'ordre 1. Vous savez, le modèle classique, de toute façon, parce qu'on lui avait demandé d'exprimer, bon, l'existant, il n'était pas là pour faire de la recherche là-dessus. Donc, il connaissait bien le modèle. Voilà, et quoi d'autre qu'une photo pour ponctuer cet intermède à Genève. Voilà, donc c'est sympa. Et là, c'est tout nouveau, c'est tout récent, parce que j'ai entendu récemment à la télé une citation de Winston Churchill. Et je termine cette partie là-dessus. Voilà. Et autant clore cette partie avec Winston Churchill pour sa croyance en la vertu de l'histoire, à l'origine d'une citation unissant passé et futur. Eh bien, je vous la livre. Plus vous saurez regarder loin dans le passé, plus vous verrez loin dans le futur. Je trouvais ça extraordinaire et puis complètement d'actualité. Et j'ai pris la photo, bien sûr, telle qu'on l'imagine toujours, avec le chapeau et le cigare. 5 minutes, il reste. Oui, voilà.
je vais raccourcir le reste obligé, quoi, parce qu'évidemment, mais parce que là j'ai voulu expliquer. Ouais, bien sûr. Non, mais je m'en doutais bien. Ouais, mais bon. Et pour tirer profit d'une telle forme prédictive au-delà de l'épidémiologie, application du modèle FM à la concentration de CO2 dans l'atmosphère. À travers les émissions de CO2, les changements d'état qui peuvent être associés aux contaminations et vaccinations sont ici remplacés par des changements de niveau de CO2 ayant les mêmes effets. En fait, une vision unifiée qui appelle d'ailleurs une citation « Comprendre, c'est avant tout unifier ». Parce que comprendre, c'est à la fois le suffixe « con », prendre, c'est prendre avec au niveau du latin. Donc, effectivement, c'est prendre avec et vous unifier, effectivement, naturellement. Donc, le mot est très, très bien choisi. Bien, alors voilà. Cette figure représente l'évolution comparative, donc c'est le cas retenu pour représenter, prédire la concentration. Donc, cette figure représente l'évolution comparative sur 64 ans, de 1959 à 2022, des concentrations de CO2 enregistrées par l'Observatoire d'Hawaï en bleu et obtenues avec le modèle FPM en rouge, vous voyez que ça colle quand même très bien, et un modèle affine en noir. Et vous avez regardé un M qui vaut 1,47. On n'est pas loin du 1,5 d'une manière générale. Voilà. Et c'est pour ça que dès l'instant où les gens prennent un modèle polynomial, le premier qui vient, c'est un ordre 2. Et bien alors évidemment, ils surestiment tous. Mais la surestimation plaît bien, puisque c'est beaucoup plus alarmiste, bien sûr. Donc, voilà. Alors, la période ici de 30 ans, de 1959 à 1988, dédiée à l'identification, pour calculer le modèle et tester sa représentativité. La période sur 34 ans, de 1989 à 2022, est dédiée à la prédiction pour tester la prédictivité du modèle à travers des prédictions vérifiables puisqu'appartenant au passé. Et au-delà de 2022, notamment sur 34 ans de 2023 à 2056, le modèle est exclusivement utilisé comme prédicteur pour obtenir de véritables prédictions, mais invérifiables puisque appartenant au futur. Bien, des prédictions du passé, l'horizon de prédiction relevant alors du passé, sur les modèles en concurrence pour vérifier et comparer la prédictivité du modèle FPM dans ce contexte applicatif. Nous avons comparé les résultats obtenus en prédiction avec 3 modèles à 3 paramètres, le modèle FPM A plus BTM, un modèle polynomial A plus BT plus CT2 et un modèle exponentiel A plus B exponentiel CT. Sur les conditions d'étude, pour obtenir de tels résultats, nous avons considéré un horizon de prédiction de 34 ans, donc 89 à 2022, et des périodes d'identification différentes, mais finissant à la même année, en 88. 15 ans, 20 ans, 25 ans, 30 ans. Donc en gros, entre 15 et 30, on a quand même un facteur 2. Je prends vraiment une grande distribution des périodes d'identification. Ça me permet de tester la robustesse de la prédiction vis-à-vis de l'identification. C'est quelque chose d'essentiel. Au moins, je reparle de robustesse là, dans ces conditions. Bien sûr, ça me manquait. Sur les résultats proprement dit, alors que les erreurs de modélisation obtenues avec les 3 modèles pour les 4 périodes d'identification sont similaires en première analyse, eh bien, les erreurs de prédiction s'avèrent clairement en faveur du modèle FPM, comme montré par la moyenne des valeurs absolues des erreurs relatives en fin de prédiction, 0,65% avec le modèle FPM, 3,35% avec le modèle polynomial, 7,87% avec le modèle exponentiel. Si maintenant, au lieu de prendre 34 ans, je prends 44 ans, alors là, j'explose tout, exprimant ainsi que le modèle FPM est 5 fois plus précis que le modèle polynomial et 12 fois plus précis que le modèle exponentiel. Alors, des prédictions du futur, l'horizon de prédiction relevant alors du futur selon sa vocation première, eh bien, sur les conditions d'étude, ainsi, non plus pour vérifier la prédictivité, mais pour obtenir de véritables prédictions, nous avons utilisé uniquement le modèle FPM puisque le plus prédictif. Toujours pareil avec 34 ans pour l'horizon de prédiction et toujours pareil, des périodes d'identification différentes de 15 ans, 20 ans, 25 et 30 ans. Voilà. Et sur les résultats eux-mêmes, eh bien, les prédictions ainsi obtenues avec le modèle FPM s'avèrent peu différentes malgré des périodes d'identification relativement différentes, exprimant ainsi une robustesse de la prédiction vis-à-vis de l'identification. Vous allez le voir par la dispersion, effectivement. Là, avant, quand je suis dans le passé, je parle des erreurs de prédiction. Et quand je suis dans le futur, dans la mesure où je n'ai plus de données, eh bien, je parle uniquement de la dispersion des prédictions, mais non plus des erreurs de prédiction, puisqu'on n'a pas de données.
Voilà. Et bien regardez là, c'est une faible dispersion des prédictions obtenues pour l'année 2056, dont les valeurs, regardez, maximales et minimales qui sont données ici avec une valeur moyenne qui est ici, correspondent à des écarts relatifs se limitant, regardez, à 0,54% et moins 0,70% sur 34 ans. Mais ça, c'est parce que c'est le bon modèle. C'est tout. Et une conclusion plus médiatique qui en dit long, vu la prédiction moyenne obtenue ici pour l'année 2056, le constat est malheureusement le suivant. Un accroissement de la concentration de CO2 qui est sensiblement le même sur les 64 dernières années de 59 à 2022 et sur les 34 prochaines années de 2023 à 2056, s'agissant en effet d'un accroissement convexe d'une centaine de ppm sur chacune de ces deux périodes, si ce n'est que la période à venir est unique et pratiquement 2 fois plus courte que la période passée. Application là, du modèle FPM à l'élévation du niveau de la mer. Voilà, je vous montre uniquement les courbes là, vous voyez c'est très accidenté. Donc quand c'est accidenté comme ça, qu'est-ce qu'on a fait là? Parce que quand vous avez quelque chose de très accidenté, vous n'avez pas le choix, hein, de toute façon, il faut prendre davantage de valeurs. Et c'est la seule solution. Mais si vous prenez beaucoup plus de données, il vous reste très peu pour la prédiction, et là vous ne pouvez plus vous amuser à faire des comparaisons avec différents modèles. Donc vous prenez directement un horizon de prédiction qui appartient au futur, c'est ce que je dis ici. Alors là j'explique, vous voyez, pourquoi, c'était comme c'est effectivement des données fortement perturbées et donc peu indicatives d'une tendance, et comme les perturbations n'ont rien d'un bruit blanc qui autoriserait un lissage préalable, seule une solution s'impose, prendre davantage de données au-delà d'une cinquantaine. Voilà, je passe, et c'est pourquoi nous avons changé notre fusil d'épaule en prenant directement un horizon de prédiction qui appartient au futur. Bien, et alors je prends 16 périodes là quand même d'identification, et en utilisant les 54 dernières données pour la plus courte et les 69 dernières données pour la plus longue. Et je vous donne ici c'est le résultat. Eh bien, on a trouvé sur les 16 modèles qui présentent en moyenne une puissance M de 1,74, donc c'est inférieur à celle d'un modèle polynomial de degré 2 qui ne peut alors que surestimer. On passe, et je vais quand même... Voilà, je vous donne ça parce que c'est quand même important. Malgré toutes ces périodes d'identification, les prédictions obtenues s'avèrent en effet peu différentes, comme montré par leur dispersion autour, les dispersions en bleu, autour de leur moyenne. Alors voilà, si on fait avec le marégraphe de Brest, regardez ce que vous allez avoir comme élévation. 36,56 cm avec ces dispersions pour 2030, 41,35 cm avec ces dispersions pour 2040, 46,61 cm avec ces dispersions pour 2050, 65,08 avec ces dispersions pour 2080, et là 79,80 en centimètres, on va dire c'est 80 cm, vous voyez, pour 2100. Voilà. Donc il faut savoir que l'on a effectivement que c'est explosif. Et là, je passe sur la dette, je finis sur la dette directement, parce que la dette c'est très court. Application du modèle à l'évolution de la dette de la France. Voilà, ça, on va y aller puisque ça c'est amusant. Hein, c'est cerise sur le gâteau. Donc le cas retenu pour représenter et prédire l'endettement de la France, eh bien cette figure donne bien l'évolution sur 29 ans, de 1995 à 2023, des endettements en milliards d'euros fournis par l'INSEE, la Direction générale des finances publiques et la Banque de France en bleu, ici. Voilà, et obtenu avec le modèle FPM en rouge. Et regardez, vous avez le M égale 1,54, on n'est pas loin de 1,5, hein, toujours. Et donc, si vous mettez un modèle polynomial d'ordre 2, c'est foutu, quoi. Ça, ils ne peuvent pas se projeter au-delà, quoi. Alors, déjà, regardez, pour la représentativité, d'après les moyennes des erreurs relatives, le modèle FPM est 2,5 fois plus précis qu'un modèle polynomial et 14 fois plus précis qu'un modèle exponentiel. Et quant à la prédictivité, puisqu'on est toujours meilleur sur la prédictivité, eh bien, on a, et toujours d'après les moyennes des erreurs relatives, regardez, le modèle FPM est 20 fois plus précis que le meilleur des autres modèles, en l'occurrence le modèle polynomial, 20 fois plus précis. Voilà. Alors, des prédictions pour les 3 prochaines décennies, ça va vous intéresser, comme ça parle, pour obtenir de véritables... Parce que oui, parce que, attendez, c'est vous quand même qui êtes en première ligne, enfin, c'est nous tous qui sommes en première ligne pour les conséquences de ça. Donc, pour obtenir de véritables prédictions au-delà de 2023, 2 périodes d'identification relativement différentes ont été considérées. Regardez, je prends une de 29 ans, tout l'ensemble.
j'ai un M qui est égal à 1,54, l'autre sur 16 ans où j'ai un M égale 1,30, eh bien, les prédictions alors obtenues s'avèrent peu différentes malgré la différence des périodes d'identification, comme attesté par leur très faible dispersion en pourcentage en bleu, regardez ça, autour de leur moyenne en rouge, donc 3819,2 plus ou moins 0,18% milliards d'euros pour 2030, 5299,2 plus ou moins 0,37% milliards d'euros pour 2040 et 6936,2 plus ou moins 0,77% milliards d'euros pour 2050. Une précision remarquable. Regardez, je suis toujours inférieur au pourcent. Autant dire que la dette de la France, et c'est la conclusion de la conclusion, devrait plus que doubler en 25 ans, entre 2025 et 2050, bien sûr, si rien n'est fait pour modifier la dynamique d'endettement. Et la lettre, et je vous en vous parlais hier soir, je vous la présente, elle est là, avec les deux extraits, et là c'est politique, c'est simple. Il s'agit d'une information utile pour les parlementaires. Ces prévisions laissent envisager un ratio d'endettement public élevé, oui merci, qui rappelle... Mais ouais, non mais c'est ça qui est quand même important au moins. Ils l'ont vu. Quand on me dit toujours, est-ce que c'est au plus haut niveau, est-ce que c'est oui, c'est arrivé au plus haut niveau. Voilà, élevé qui rappelle la nécessité d'agir pour établir une trajectoire budgétaire soutenable. Et là, le dernier paragraphe, dans un contexte politique inédit et au regard des données que vous m'avez transmises. Effectivement, donc, ils l'ont bien lu. Le dialogue et le compromis sont plus que jamais nécessaires au sein de notre Assemblée afin de répondre aux attentes de nos concitoyens. C'est mignon quand même.